Alors moi, je m'appelle Adrien, j'ai 15 ans, je suis né en 97 et je suis au Rondeau Montfleury et je suis en troisième. Je suis dyslexique, dysorthographique, mixte et, j'ai... et on va dire que c'est une dyslexie très sévère, dyslexie, dysorthographie très sévère. Et aussi j'ai des problèmes de dysphasie et donc aussi d'orthographe. J'avais 12 ans, j'étais en cinquième. C'est l'herpès qui, au lieu de sortir de la peau, est monté au cerveau et m'a attaqué le cerveau. Donc, du coup, je suis tombée dans le coma, j'ai été en maison de rééducation à Saint-Hilaire. Et après, je suis retournée, j'ai refait ma cinquième. Et les crises d'épilepsie ont été les effets secondaires de ma maladie. Alors, déjà, j'ai la maladie de Crohn. Elle a été détectée en 1996. Après, c'était suite au décès de mon père, un an après. Donc après, est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas si je dois dire des trucs. Puis un matin, j'allais travailler, comme tous les matins. Et donc c'était l'été, en août, août 2012. J'allais travailler en vélo, comme c'était l'été. Et puis il y a un feu, il y a un automobiliste qui m'a happé, on dit en québécois, donc je ne sais pas si on le dit en français, heurté, quoi. Et donc j'ai fait un grave traumatisme crânien. Moi, j'ai fait 15 ans de papeterie. Voilà, j'ai fait 15 ans de papeterie. Je travaillais, c'est peut-être ça, peut-être la cause ou une des causes. Je travaillais en 5-8. J'étais marié, j'avais 2 enfants. Bon, j'avais ma maison, voilà, je vivais normalement. Alors l'année 98, j'ai pété, comme on dit, les câbles. Hein, j'ai pété les câbles. Pour mettre un nom sur la maladie, il a fallu au moins 2 ans pour les psychiatres pour dire oui, oui, là, monsieur. Je posais la question de temps en temps, je leur disais alors qu'est-ce que j'ai que. Ils ne me répondaient pas, ils baissaient la tête. Et un jour, mon psychiatre qui m'a suivi pendant une dizaine d'années, il m'a dit, 2 ans après, il m'a dit monsieur Durand, vous êtes bipolaire. Si je me porte en Grèce antique, la visibilité, c'est ce qui fait peur. C'est le handicap de naissance quand un enfant arrive au monde avec quelque chose dans son corps qui n'est pas normal. Hein, là, la société se braque là-dessus, c'est ça la terreur. Alors que la maladie psychique qui est moins visible, beaucoup plus acceptée. À l'inverse, aujourd'hui, le handicap visible, un fauteuil roulant ou des doigts abîmés ou même un pied beau, etc., nous apparaît beaucoup moins important que justement ce qui est invisible, comme la maladie mentale, qui peut être invisible, qui peut être visible aussi, on va en parler, ou comme une maladie chronique importante. Donc, au cours de l'histoire, la visibilité a eu plus ou moins d'importance, selon, alors évidemment, un certain nombre d'idées qu'on se faisait, par exemple, sur l'espèce humaine. Si si un enfant arrive au monde avec des déficiences, il rompt un contrat d'espèce, si j'ose dire. Hein, il risque de faire dévier notre espèce, qui ne va pas se reproduire de la même manière. Donc c'était ça leur préoccupation. La nôtre n'est pas celle-là. Ça renvoie à des peurs, mais des peurs qui ne sont pas toujours identiques. Il y a quelque chose de permanent, à savoir que le handicap, enfin la déficience, crée un malaise pour chacun d'entre nous, un malaise pour le groupe et la société, mais ce malaise, évidemment, il prend des formes différentes. Encore une fois, parfois, la visibilité est plus troublante que l'invisibilité, et dans d'autres cas, c'est l'inverse.
la notion de handicap invisible recouvre des situations où, premièrement, le handicap ne se voit pas, et deuxièmement, le handicap n'est pas connu et identifié comme tel, ni par le public en général, ni souvent par le corps médical, ni par l'entourage. Quand on parle d'un handicap invisible, on parle de gens qui ont l'air, je dis bien l'air, en bonne santé et qui présentent des symptômes qui sont difficilement vérifiables et difficilement identifiables. Quand quelqu'un dit « j'ai mal », on est obligé de le croire sur parole. Quand quelqu'un dit « je suis fatigué », là aussi on est obligé de le croire sur parole. Quand quelqu'un dit « j'ai travaillé toute la journée et je suis fatigué », on peut le croire. Mais quand quelqu'un dit « moi j'ai rien fait de la journée parce que je suis incapable de rien faire et je suis fatigué », c'est difficile à croire. Donc on a pu développer cette notion de handicap invisible qui comme je l'ai dit, est assez complexe, parce que ça recouvre des situations très différentes. Mais le fond du problème, c'est que le sujet, le patient ou la patiente souffre, que ce soit une souffrance psychique, que ce soit une souffrance physique, que ce soit une souffrance fonctionnelle, c'est-à-dire qu'il ne peut pas fonctionner, et c'est peu identifié ou non identifié et difficilement prouvable, parce que dans handicap, il y a la notion de preuve, parce que la notion de preuve sera capitale pour ce qui est des relations sociales, pour ce qui est de la reconnaissance du handicap par la société, par les instances qui sont chargées de reconnaître le handicap. Alors la maladie de Crohn, c'est une maladie qui est chronique. On a des maux de ventre, on se vide, on va aux toilettes, et puis la maladie, donc, elle agit sur l'intestin, et sur l'intestin, ça fait des grosses poussées de la maladie. Et là-dessus, on est plié en deux, on ne peut plus bouger. Donc là, ça demande une hospitalisation. Et là, on nous met sous perfusion, on ne peut plus manger, plus rien faire. On nous met, pendant une semaine, pour que l'intestin reprenne son... Parce que comme il est bouché par l'inflammation, il faut attendre qu'avec... Donc, on ne mange plus, on se met sur perfusion, et avec la cortisone, on espère que l'intestin reprend sa forme initiale pour pouvoir évacuer tout ce qu'on a dans l'intestin. Et si on n'y arrive pas, ce qui n'est pas encore mon cas, mais ils estiment dans une vie d'une maladie de Crohn qu'il y a au minimum une opération dans une vie. Le stress, je pense qu'il est inévitable, c'est là au quotidien. C'est difficile justement de le faire comprendre à l'extérieur. Je prends un exemple. Quand c'est l'heure le matin de partir à l'école, nous on se partage les enfants, il y en a un qui part avec un, l'autre qui part... c'est arrivé plusieurs fois que Jean-Louis dise non, je peux pas y aller. Et il est bloqué, voilà, quoi. Il est bloqué aux toilettes, hein, tout simplement. Voilà. Il est bloqué aux toilettes. Je dis on est bloqué. Non, en fait, il est bloqué aux toilettes et nous, on est tous bloqués derrière la porte en attendant. Et en fait, l'enfant, forcément, il va arriver en retard. Pour lui, c'est stressant, quoi. Il y a vraiment des retombées comme ça, évidentes. Si on part de l'ancien métier où j'étais chauffeur-livreur, au quotidien, c'était pénible, on va dire, dans le sens où quand il y a une crise qui arrive, on est stressé parce qu'on n'a pas de toilette à côté, à disposition, donc on se dit ça va arriver maintenant, ça va arriver plus tard, est-ce que je vais avoir le temps d'y aller, pas le temps, c'est là où c'est un peu pénible, quoi, en fait. Maintenant, étant sur place, étant à l'université, c'est vrai qu'il y a des toilettes à disposition, donc je ne me pose plus la question à dire est-ce qu'il y a des toilettes? Mes crises d'épilepsie viennent quand je suis trop fatiguée ou quand je suis touchée sentimentalement, ou vu que je suis une grande sensible, si quelque chose me touche vraiment, ça me déclenche une crise.
Comme il y a un film, un jour, ça m'a tellement touchée qu'après ce film, j'ai fait une crise. Du coup, je ne le regarde plus. Parce que, voilà, vaut mieux pas. Ou quand je me dispute avec quelqu'un comme ma maman, après, je fais une crise ou une absence, des petites crises de quelques secondes. Là, tu vois, on va prendre, donc on est là, à la gare. Donc, comme je t'ai dit, on va prendre le A, direction Denis Papin. J'arrive pas à me repérer. Alors ça, c'est tout un aménagement à faire. Donc il faut que je fasse le trajet plusieurs fois avec quelqu'un, que j'écrive des repères sur un carnet et que après, comme ça, je peux le refaire toute seule. Donc ça aussi, c'est compliqué. J'avais une neuropsy qui m'aidait à faire tout ça. Et je suis facilement fatiguée. Donc ça fait que plus je me fatigue, plus je fais des crises d'épilepsie. Donc c'est compliqué. Donc dysorthographique, c'est une personne qui n'arrive pas et qui fait beaucoup de fautes d'orthographe, donc qui ne sait pas faire une ligne sans faire minimum 2 ou 3 fautes. Contrairement aux dyspraxiques, j'arrive à écrire correctement et bien. Après, bon, c'est une question de flemme, enfin, de savoir ou pas. Ensuite, la dyslexie, ça fait que je lis très lentement. Donc là, j'ai un niveau de lecture de CE1, de CE1 3 mois. J'ai du mal à articuler, à parler, donc c'est la dysphasie. Donc ça fait que des fois, j'ai du mal à articuler et à former mes mots. J'ai eu une prof de français qui était, on va dire, qui nous demandait de lire des livres, donc des livres genre comme Cendrillon, un peu à l'eau de rose, des livres à l'eau de rose, et on va dire on avait une 50aine de pages à lire en un week-end. Et moi en 6e, c'était 5 pages par jour. Et ça me demandait énormément de temps et d'énergie, à moi et surtout à ma mère, parce que c'est elle qui me faisait la lecture. Ensuite, j'étais... ma mère, elle a demandé à avoir le professeur de français. Là, on va dire, ils ont mis les points sur les i, enfin, tout s'est très bien passé. Parce qu'il y a certains enseignants, des fois, qui vont se dire cet enfant, il n'y arrive pas parce qu'il ne travaille pas. Donc, on essaie de les informer déjà sur ce qu'est la dyslexie, dysorthographie. Trof, tas, ka. Ah oui, ça change tout, là, oui. Oui, le premier était juste. Strophe. Trof, tas, ka. Catastrophe. Voilà. C'est des enfants qui déjà peuvent avoir perdu confiance en eux parce qu'on leur a rabâché depuis très petit qu'ils ne travaillaient pas assez, qu'ils ne faisaient pas assez d'efforts. Donc déjà, je pense qu'il y a une perte de confiance assez importante. Donc leur redonner confiance, c'est essentiel. Après, il y a tout l'aspect copain. Il peut y avoir des moqueries à cause des notes qui vont peut-être être plus mauvaises, ou alors si jamais ils demandent de l'aide pour récupérer un cours, c'est pas toujours évident. Donc il y a certains enfants ou adolescents qui n'ont aucun problème pour parler de leur handicap, qui vont dire aux copains, voilà, je suis dyslexique, dysorthographique, c'est ça, donc il faudrait que tu m'aides à me donner un peu les cours. Il y en a qui vont vraiment le cacher, que ça va gêner d'aller voir le professeur pour demander un petit peu de temps ou une question en moins à l'examen. C'est assez délicat, ça dépend vraiment des enfants. Alors, les grands groupes de handicap invisibles recouvrent d'abord une bonne partie du champ de la pathologie psychique, de la pathologie psychiatrique. Souvent, dans un accident de voiture, il y a une peur très importante. Si on voit l'accident arriver, si on voit la bagnole arriver en face, si on voit... Et cette peur cause un traumatisme qu'on appelle psycho-émotionnel, qui est évidemment qu'il est impossible d'évaluer, mais dont les conséquences
sont bien présentes. Les conséquences, ça va être effectivement des problèmes de mémoire, des problèmes de concentration, des attaques de panique, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle syndrome subjectif, ce qui ne veut pas dire grand-chose, ce qui veut dire simplement qu'on ne veut pas en tenir compte. L'autre grande catégorie, ce sont les handicaps neurologiques. Un handicap neurologique, c'est quelqu'un, par exemple, qui a une migraine. La migraine, quand on a des crises et des attaques de migraine, ça peut ressembler à toute la pathologie neurologique. C'est-à-dire que le patient va expérimenter ce que c'est que d'avoir une tumeur au cerveau, ce que c'est que d'avoir une hémiplégie, ce que c'est que d'être aveugle, sauf que là, pour le coup, c'est régressif. Ça régresse. Mais ce sont des expériences terrorisantes. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Heureusement, on peut le soigner. Il y a des scléroses en plaques qui ont fait une fois une poussée qui a à peu près régressé, dont on ne sait pas s'ils vont refaire une poussée, sauf que les gens sont terrorisés à l'idée de refaire une poussée, que ce sont des diagnostics très lourds qui engagent l'avenir. Parce que si on vous dit c'est une sclérose en plaques, on ne sait pas si vous allez refaire une poussée, est-ce que vous allez vous marier, est-ce que vous allez faire des gosses, est-ce que vous allez emprunter de quoi acheter une maison, et puis encore faut-il que les assurances l'acceptent. Tout ça, ce sont des handicaps. Ce sont des handicaps qui sont trop méconnus parce que, si vous voulez, on veut se limiter à une vision très mécanique des choses. Effectivement, vous avez une sclérose en plaques, vous êtes dans un fauteuil roulant, bon, bah, vous êtes handicapé, ok, ça va. Mais ce n'est jamais aussi simple. Bon, on peut parler également de l'épilepsie. L'épilepsie, jusqu'en 1930, c'était considéré comme une maladie mentale. Alors ensuite, il y a des handicaps qui sont ceux qui touchent la sphère digestive, et en particulier tout ce qu'on appelle la maladie de Crohn, toutes les maladies inflammatoires du côlon. Maintenant, on peut passer à tout ce qui est la rhumatologie. La rhumatologie, c'est dominé par les lombalgies chroniques. Des rhumatismes inflammatoires qui sont parfaitement identifiés, catalogués, mais finalement, ça ne se voit pas. Ça se voit pas. Les gens vont prendre des médicaments, ils vont avoir une vie à peu près supportable, mais ça ne se voit pas. Sauf que quand ils font des poussées, ils dégustent. On peut parler de l'enfant, de tout ce qui est les syndromes d'hyperactivité, qui sont un handicap pour l'enfant, mais aussi pour la famille. Ce sont des situations difficiles à vivre. Et donc, mais là, j'insiste bien là-dessus, parce que là, on parle de situations médicales à peu près étiquetées. Ça a été important pour moi que les médecins mettent un nom sur cette maladie pour mieux la gérer. Vous avez des phases maniaques, mais pas maniaque, on dit maniaque, quelqu'un qui nettoie un peu plus que d'autres, mais là, la phase maniaque, c'est vraiment, vous faites vraiment n'importe quoi. Et puis la phase bipolaire, la phase dépressive, c'est dormir un peu plus que la normale, pas envie de se lever, rester à rien faire, et puis voilà. On est sous cachet, voilà, pour maintenir une vie normale. Je ne peux plus gérer le stress au niveau travail et tout. Donc ce qui dit quelque chose de stressé va tourner en moi une angoisse et un vomissement. La fatigue, du mal à faire les choses, toujours obligé de se forcer. Comme ça arrive dès le matin de ne pas avoir envie, même aux gens normaux, hein, ça leur arrive de ne pas avoir envie. Moi, ça dure pendant avoir des mauvaises pensées, parce que des fois, on a envie que tout ça s'arrête pour lutter contre tout ça, pour
Des fois, on a des idées suicidaires, hein. On est toujours sur le fil. On est toujours, donc on se raccroche. On est toujours en train de se raccrocher à quelque chose. Hein, moi, je téléphone à mes enfants, je téléphone toujours. Quand je rentrais dans un magasin, j'étais mal. J'étais mal, donc au début, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti du magasin et je suis rentré chez moi. Je n'avais pas les courses. Donc il a fallu que je fasse un stratagème. J'allais faire mes courses. Quand je voyais que la phobie commençait à se... Je sortais du magasin. J'attendais que ça se passe un peu et j'y retournais pour assumer ma vie. Parce que moi, je voulais avoir une certaine autonomie. Une fois, ma voisine, elle me dit vous ne travaillez pas? Ben non, je lui dis je ne travaille pas. J'ai des problèmes psychiatriques. J'ai des problèmes. Ben, cette personne me croisait, me disait plus bonjour. Voilà, donc de là, j'ai fait un peu un tabou. Donc j'en parle pas. On va faire tout ça ensemble. Tout ce qui est de l'ordre du mental, disons, hein, ou du psychique, ou alors mental au sens global du terme. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup rejeté ou beaucoup craint dans la modernité, dans notre société, parce que c'est l'imprévisible, parce que on ne peut pas forcément anticiper, parce qu'on ne maîtrise pas, quoi. Il faut séparer les situations médicales connues des situations médicales méconnues ou mal connues. Parce qu'il y a toute une série de situations de handicap. Par exemple, on parle beaucoup actuellement de la fibromyalgie. La fibromyalgie, ce sont des gens qui sont fatigués et qui ont mal dans les muscles, chez qui les traitements sont peu efficaces, à qui on dit souvent que ce sont des dépressifs ou des malades mentaux, sauf que si on les soigne pour une dépression, ça ne les soigne pas. Et donc, on va avoir du mal à reconnaître la nature de leur handicap. Ce qui fait intervenir quoi? Ce qui fait intervenir le manque d'information. Le handicap, moins il y a d'informations, plus le handicap est invisible. En fait, moi, mon boulot, donc j'étais cuisinier, et donc j'aimerais bien retrouver ce boulot, car c'est vrai que c'était un boulot que j'aimais particulièrement. Et petite anecdote, je devais rentrer de Montréal, j'ai eu mon accident en août, je devais rentrer en France en novembre pour reprendre mon ancien travail. Je travaillais à Villard-de-Lans et j'avais une place de chef de cuisine, ce qui est quand même assez rare à mon âge. J'avais une très bonne place, tout qui allait très bien, quoi. Et mon patron voulait me réembaucher, donc il me faisait rentrer du Canada pour me reprendre. Et il y a eu l'accident et maintenant les médecins disent que j'arriverai pas à reprendre mon métier car faire plusieurs choses en même temps, comme j'ai expliqué, c'est assez difficile. Et en cuisine, à midi, quand il y a toutes les tables qui arrivent, il faut gérer plusieurs choses en même temps. C'est capital. Et ça, c'est vrai qu'ils me disent que j'arriverai pas. Et puis pour mon dos, je peux plus porter de choses lourdes. Donc c'est vrai qu'en cuisine, on se dit qu'on porte pas forcément de lourd. Mais si, toutes les casseroles pleines, tous les plats, c'est quand même lourd. Et donc c'est des choses que je pourrais pas refaire. Donc ils me disent réfléchissez à ce que vous voulez faire. Ça fait 6 mois que je réfléchis, que je vais pas trouver. Je pense pas que j'aimerais que ma maladie se voit sur le front. Parce que c'est pareil, les gens, ils me regarderaient tous. Comme quand il y a des personnes en fauteuil roulant,
on les regarde souvent comme différents. Les gens qui me rencontrent, il faut à la fois qu'ils fassent attention et à la fois je suis normale. Enfin, c'est sûr que c'est compliqué, mais c'est pour ça que souvent les gens, je leur explique ce que j'ai, comme ça ils ne sont pas surpris si ça vient, si je fais une crise devant eux. Mais bon, il ne faut pas me voir comme un monstre. J'ai des activités, j'ai des loisirs, comme tout le monde. Je cherche du travail. Je ne vais pas rester toute ma vie chez moi. Si, normalement, je suis obligée de marquer. On marque reconnaissance travailleur handicapé, on marque épileptique ou pas? Oui. Je me présente, je m'appelle Océane Monvoisin, je cherche du travail. Je travaille normalement dans les espaces verts, mais vu que je ne trouve pas, si jamais il y a un autre travail pour moi, Oui, bien sûr. Oui. un autre. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Je remettrai le courrier au service. Et puis, CV, lettre de motivation. très bien. Bah, écoutez, je transmets et puis on vous appelle s'il y a quelque chose. D'accord. Merci beaucoup. Oui, merci. Au Au revoir. Bonne journée. Est-ce que lorsque l'on est candidat, lorsque l'on envoie sa lettre de motivation, ces nombreuses lettres de motivation et ces nombreux actes de candidature, est-ce qu'on fait état de son handicap? Est-ce qu'on craint de se dire, si je dis que je suis reconnu travailleur handicapé, d'accord, mais ils vont se dire, il est quoi? Il a mal au dos, il a un problème psychiatrique. Est-ce que ça va favoriser ma candidature parce que les employeurs sont à la recherche de candidats handicapés pour pouvoir honorer leurs obligations, ou bien est-ce qu'on va l'écarter parce que ça insécurise? Et puis ensuite, quand par bonheur, la démarche aboutit, que l'on a repéré vos compétences, vos qualifications, que l'on sait ou non, parce que vous l'avez dit ou non, que vous êtes bénéficiaire de la loi de 2005, et que vous êtes en situation d'entretien avec votre futur employeur potentiel, eh bien, est-ce que vous lui dites? Professionnellement, dans mes lettres de motivation, je marque que je suis reconnue travailleur handicapé, que je dois travailler à mi-temps et que je fais des crises d'épilepsie. Je suis obligée de leur marquer ça. Puisque moi, en tant que médecin du travail, je suis là pour donner une aptitude au travail. Donc, le salarié qui est en face, qui vient passer sa visite d'embauche, court un risque. Il a peur, il peut avoir peur d'une exclusion, que je le mette inapte et qu'il ne puisse pas intégrer. Oui, les gens peuvent tout à fait le cacher, ils peuvent ne pas le dire. Et nous, on n'a pas non plus à interroger même leur médecin traitant sans leur dire. Quand on interroge le médecin traitant, c'est toujours avec l'accord de la personne. Voilà, donc les gens estiment le risque, quoi, si vous voulez, à dire ou ne pas dire. Donc je dirais que dans ce champ du handicap invisible, on a toutes les pathologies chroniques. Il y en a beaucoup, des gens qui ont des pathologies chroniques. Bon, les pathologies chroniques qui sont stabilisées par un traitement et qui posent pas du tout de problème au travail, dans le fond, certains préfèrent ne pas en parler et puis il n'y a pas trop de conséquences, quoi. Par exemple, un diabète qui est bien équilibré, les gens ne font pas ni d'hypoglycémie ni d'hyper. Ils vont pas forcément nous dire qu'ils ont un diabète. Certains handicaps invisibles peuvent être compensés par des mesures d'aménagement de la situation de travail. Une personne qui a des difficultés dorsalgiques, etc., qui ne peut plus porter des charges, on peut mettre en place des aides au levage et à la manutention qui leur permettent de travailler naturellement comme les autres ou dans des conditions voisines. Et le problème, au moins partiellement, est résolu. Ce qui est plus compliqué, c'est ces fameux handicaps invisibles
lorsqu'ils ne se traduisent pas par des difficultés de voir, de motricité, etc., mais qui sont davantage de l'ordre des problèmes psychiques, mais aussi des problèmes de maladies invalidantes. Hein. Et là, on va avoir essentiellement à la fois des mesures à prendre qui, elles aussi, ne sont pas visibles. Hein. C'est de donner du temps au salarié pour les soins qu'il doit suivre, pour la réduction de son horaire de travail et pour alléger la charge de son travail, etc., et du temps que ses collègues ou son encadrement vont devoir prendre pour s'assurer qu'il a bien compris, vérifier qu'il a bien exécuté ce qui lui avait été demandé. Pour améliorer, c'est vrai que les travailleurs qui ont des handicaps invisibles sont quand même en difficulté pour trouver du travail. On sait que le taux de chômage est quand même plus important pour eux. Je crois qu'il faut travailler sur les représentations mentales dans le public. Il faut dédramatiser les représentations mentales. On est dans une société qui doit produire vite, qui doit produire en grand nombre les objets, etc., parce qu'il y a la compétitivité plus ou moins internationale, etc. Et alors tout le monde est embarqué dans cette espèce de spirale où il faut toujours être le meilleur, il faut toujours devancer la performance de mon voisin, etc. Mais c'est une course folle, Mais je pense quand même que, peut-être justement parce que le handicap, comme d'autres problèmes, émerge davantage dans la société, on peut quand même espérer que ce caractère faillible de notre humanité, ce caractère faible, sera quand même davantage regardé parce que c'est notre condition à tous. Hein. Il faudrait revoir déjà au niveau travail, parce que le travail prend beaucoup de temps. Donc le stress, c'est déjà faire plus de décompression aux gens, ne pas avoir peur de dire arrêtez-vous un peu et puis soufflez et reprenez. J'ai été à OE Prométhée pour l'insertion professionnelle parce que je voulais à tout prix avoir une activité de travail. Et ma psychologue, elle m'a dit, Monsieur Durand, avec ce que vous avez, donc je vous verrais mieux faire des activités. Et c'est de là que je me suis lancé dans Entretemps. Voilà, dans Entretemps qui... Alors, Entretemps, c'est pour les personnes handicapées psychiques, pour faire des activités qu'on choisit. Équipe saumon. Maman veut faire le gâteau. Le gâteau. Moi, je du saumon. Saumon. Avant de commencer, on ira la recette ensemble. Hein. Le saumon, il est au frigo, Samira. Au frigo. D'accord. Ça, c'est mauvais. Vous enlevez ça, et puis ici. Au frigo, après, il faut couper. Il faut couper couteau. L'activité de cuisine, on prépare tout, et puis après on partage en mangeant. Voilà, donc je ne sais pas quoi dire. Les gens qui ont un handicap invisible ont une soif de reconnaissance sociale. À la fois reconnaissance de leur handicap, reconnaissance de leurs difficultés, reconnaissance de la réalité de leur état. Alors ça, c'est l'idéal, évidemment.
que va reconnaître la société au bout du compte? D'abord, il faut que les médecins qui s'en occupent se battent. Se battre, ça veut dire faire la paperasse, faire les demandes, faire les certificats et les faire de façon à ce que ça marche, si j'ose dire. Ce que je veux dire, dans beaucoup de situations de handicap invisible, le questionnaire MDPH, il est pratiquement normal parce que ce qui est vraiment handicapant n'est pas prévu dans le questionnaire. C'est pour ça que beaucoup de gens, et moi je le vois avec mes patients, un certain nombre de gens qui ont des handicaps invisibles ne peuvent pas être reconnus en tant que personnes handicapées par la MDPH. Ou alors il faut faire des acrobaties, dire qu'ils ont une grave dépression alors qu'ils n'ont pas de dépression et qu'ils ont une fibromyalgie. Et il faut, vous voyez, mais c'est pas satisfaisant. Un individu qui ne peut pas sortir de chez lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne pourra pas aller faire les courses. Il faudra que quelqu'un les fasse pour lui. Il n'y a pas toujours quelqu'un sous la main pour faire les courses. Il ne pourra pas travailler, donc il ne gagnera pas sa vie. Donc il faudra qu'il y ait quelqu'un qui paye pour lui, qui l'entretienne. Si la personne pour l'entretenir, il va vivre dans des conditions misérables, parce que la pauvreté du handicapé, le manque de moyens financiers du handicapé, c'est, à mon avis, dans moi je dirais 60 à 70% des cas. Parce que quand vous n'avez pas, même si vous êtes reconnu comme handicapé, en général, ils sont reconnus à moins de 80%. C'est très rare qu'ils soient reconnus vraiment, enfin, au-dessus de 80%. C'est misérable, enfin, c'est une survie. On s'est rencontrés au CRLC dans une activité informatique. Donc après, on a bien parlé ensemble. Il me ramenait, c'est pareil, je devais prendre le tram et finalement, lui, il me ramenait au travail de ma maman. Et puis voilà, petit à petit, on a fait plus ample connaissance, on a commencé à sortir ensemble. Dans son regard, je vois qu'elle veut m'aider à avancer et qu'elle me comprend surtout. Qu'elle me comprend, qu'elle comprend mes douleurs, mes chagrins, enfin, qu'elle est très compréhensive, quoi, puisqu'elle a vécu quelque chose aussi de grave. Et donc, du coup, elle est très compréhensive. Et ça, c'est vrai que je vois dans son regard de l'amour, quoi, qu'elle est heureuse. Et ça, c'est vrai que ça me fait plaisir. Donc j'ai fait un stage de troisième, un stage découverte dans une crèche. Donc on va dire, ça s'est très bien passé, donc avec les enfants et avec l'éducateur spécialisé et les auxiliaires périculture. Donc on va dire que c'est ça, on va dire, qui a fait un petit peu le déclic. Du coup, j'aimerais bien devenir éducateur de jeunes enfants. J'ai toujours eu de la chance d'avoir des bons collègues de travail. Et puis sans rien dire, si j'allais aux toilettes ou si ça. C'est que j'ai toujours expliqué ce que j'avais. Donc à partir du moment où on explique ce qu'on a, les gens ils tolèrent, après ils sont tolérants. Et du coup j'ai toujours des collègues qui ont toujours accepté mes absences. La société qu'il faudrait, c'est une société où il y a moins de stress, où les gens soient moins égoïstes, qu'ils arrêtent de regarder leur nombril. Il y a des choses qui se passent. Attention, sur la tête. Voilà.